Mon talk de ce soir va être assez large pour essayer de couvrir un certain panel de notions au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies également, pour vous faire un petit peu connaître notre écosystème dans lequel nous évoluons et quels sont les enjeux de cette technologie, pour ensuite vous donner les briques pour avoir une meilleure compréhension et potentiellement, si jamais l'envie vous en prend, de également vous investir dans cette technologie. Alors, avant de commencer, il y a la possibilité que je fasse quelques anglicismes pendant la conférence, que je suis d'origine canadienne, donc n'hésitez pas à lever la main s'il y a quelque chose qui n'a pas forcément été très clair. Voilà. Donc, la blockchain, concrètement, elle n'est pas forcément la révolution tant annoncée dans les médias et également aux côtés de la partie gouvernementale, mais elle est en fait un outil d'un monde un peu plus large qui lui-même rentre en révolution. Et ça, on peut le remarquer déjà notamment avec les derniers événements qu'il y a eu sur Paris, sur les trois derniers mois, avec ces revendications, par exemple au niveau des Gilets jaunes, et aussi au niveau, de manière plus globale, avec d'autres technologies qui commencent à avoir le jour. Donc il y a réellement, en tout cas c'est notre point de vue, une évolution numérique qui s'étend en fait depuis déjà quelques années. Donc il y a certaines choses, certaines innovations technologiques pour lesquelles je n'ai pas vu vraiment l'innovation parce que j'étais pas encore né. Mais par exemple, le début réellement a été en 1970 avec la partie des supercalculateurs, dans les années 80 avec les premiers PC, les années 90 avec la naissance et vraiment le spread, la diffusion, exactement, merci, de l'Internet, les années 2000 avec les réseaux sociaux, et en 2010, la technologie blockchain. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir quel est le grand changement, le grand bouleversement qu'il va y avoir. Mon opinion, c'est qu'il va y avoir en fait plusieurs groupements de différentes technologies qui vont faire un mix assez intéressant, notamment sur l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, mais ce ne sont pas des sujets que je vais traiter ce soir. La blockchain, de manière très simplifiée, est un réseau de distribution de valeurs. Vous avez ici trois schémas qui vous retranscrivent différents types. Une organisation centralisée, qui est du type banque, gouvernement, qui justement vont être des acteurs centraux entre différentes parties prenantes dans un écosystème. La centralisation, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui avec les États notamment, ça apporte beaucoup de sécurité, mais dans certains cas, ça peut également apporter pas mal d'obscurité, de manipulation, de choses comme ça. La blockchain, en tout cas Bitcoin, a été créé vraiment juste à la fin de la crise 2008 pour justement sortir de cette centralisation qui entraînait tout le peuple dans justement les manipulations qu'il peut y avoir au niveau de la banque. Les deux autres architectures sont du coup décentralisées et distribuées, pour lesquelles je vais passer un petit peu plus de temps. Voici un schéma, comme je vous expliquais, au niveau de deux architectures de distribution. Le système classique, qui est donc centralisé, avec ce qu'on appelle des tiers de confiance, donc ici des banques. Vous voyez ici sur la gauche un schéma qui retranscrit en fait une transaction qui se passe entre deux particuliers qui veulent faire un virement simple d'argent. Donc, par exemple, si vous voulez virer de l'argent pour acheter une baguette, ça c'est le processus qui se fait. Donc vous allez sur le terminal de paiement, vous allez derrière, la banque va être interrogée, la banque va communiquer avec l'autre banque du commerçant. Ensuite, si tout se passe bien, si vous avez l'argent, etc., avec un processus de KYC, l'argent arrive sur le compte du commerçant et en général, ce processus prend plusieurs jours. Ça peut prendre, notamment sur des virements d'argent, ça peut prendre 48 heures, des semaines. Donc ça, c'est sur cette première architecture actuelle, entre guillemets, du monde réel.
Sur la partie blockchain, justement, on est sur une infrastructure qui est distribuée sans tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir recours à une banque, par exemple, pour pouvoir faire la transaction. On va avoir recours au réseau lui-même. Là, vous avez une évolution au niveau des différents types de plateformes. Encore une fois, pour bien marquer la différence qu'il y a entre une organisation centralisée, donc par exemple comme Amazon, Uber, où justement toute l'interaction va se faire via cet acteur-là. Une organisation décentralisée du type eBay, donc qui est une plateforme d'échange où vous pouvez placer une annonce et du coup trouver des acheteurs sans vraiment interagir avec eBay. Et vous avez une organisation distribuée qui sont en général des plateformes blockchain comme OpenBazaar, Arcade City, qui sont des marketplaces où justement il n'y a pas d'acteur central, mais tout est connecté. Maintenant, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, une blockchain, si on traduit ça en bon français, désigne en fait une chaîne de blocs. Les blocs sont des contenus et des conteneurs numériques dans lesquels vont être stockées des informations. En général, les informations sont des types transactions, ça peut être des contrats, des titres de propriété et des œuvres d'art. Lorsque, on va prendre un exemple concret ici au niveau de la salle, une blockchain en fait représente un livre comptable qui est distribué à chacune des parties prenantes dans un réseau. Donc, par exemple ici, nous sommes une cinquantaine, plus ou moins, plus une trentaine. On va avoir tous la même copie du même registre comptable. Si par exemple, moi je souhaite faire un virement d'argent au monsieur ici au deuxième rang, je vais demander au réseau, là dans ce cas-ci Bitcoin, de valider ma transaction. Donc, ce que je vais faire, c'est lorsque je vais, depuis mon portefeuille, demander à vous envoyer de l'argent, je vais créer en fait un puzzle technique qui correspond justement à cette transaction. Là, tout le travail va être effectué par ce qu'on appelle un mineur, qui va en fait valider la transaction en essayant de résoudre justement ce puzzle technique, ce problème technique. Lorsque cette personne a résolu ce problème technique, il va soumettre sa solution aux autres personnes qui font le même type de travail et il va y avoir ce qu'on appelle un consensus. Donc les autres parties prenantes vont vérifier que la solution est bien correcte. Si la solution est correcte, et bien dans ce cas, le mineur va du coup prendre la copie actuelle du registre comptable et va inscrire sur la ligne juste en dessous une nouvelle transaction. Donc il y aura une nouvelle copie de ce registre comptable qui sera notée chez le mineur et ensuite cette copie va être distribuée à nouveau à toutes les parties prenantes. Donc on aura tous une copie de l'historique de transaction qu'il y a eu entre monsieur et moi. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si Vittorio souhaite dire que, au final, non, il n'y a pas eu de transaction, pour ensuite peut-être s'arranger avec monsieur pour partager une commission, il devrait normalement modifier sa propre copie, qui est hébergée dans son serveur. Sauf que s'il modifie sa copie, ça n'a actuellement aucun impact, puisque nous tous, collectivement, nous avons une vraie version de ce qui s'est réellement passé. Le fait que ce soit distribué donne de la sécurité à ce niveau-là. La blockchain, du coup, a plusieurs caractéristiques. C'est comme on l'a dit, une base de données transactionnelle distribuée, donc vraiment un registre qui retranscrit toutes les transactions qu'il y a dans un écosystème donné, qui stocke de la valeur ou des données via Internet et qui est de façon transparente et sécurisée, sans organe central de contrôle. La transaction que nous avons effectuée, monsieur et moi, il n'y a pas eu une banque qui a dit « Ok, potentiellement ça s'est passé ». Ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est qu'à tout moment, n'importe qui
qui est à l'extérieur de la salle ici peut regarder dans l'historique ce qui s'est passé. Donc, toute la partie comment dire, dissimulation, la manipulation de fonds, etc., ne peut pas exister sur une blockchain puisque tout est transparent, tout est sécurisé. Et chaque fois qu'il y a un groupe de transactions qui est effectué, une nouvelle version du registre va être redistribuée. Et cette transaction, en fait, à ce moment-là, il n'y a pas juste une seule transaction qui est validée, mais tout un groupe de transactions. Ce groupe de transactions est réuni dans ce qu'on appelle un bloc. Le bloc, du coup, correspond à cette nouvelle ligne, et chacune des nouvelles lignes contient une partie du puzzle technique de la ligne d'avant. Je ne sais pas si c'est clair, mais fondamentalement, c'est ce processus-là qui permet justement de s'assurer que les informations que vous rentrez sont immuables. Parce que si vous voulez changer une information dans un bloc, vous êtes obligé de changer celle qui est précédente, etc. Et au final, ça n'a pas d'intérêt puisque vous perdez plus de temps et d'argent à essayer de modifier quelque chose qui au final n'aura aucune incidence sur l'ensemble du réseau. Donc c'est là l'intérêt de l'immobilité et encore une fois la confiance qui est partagée et transparente. Donc là réellement ça c'était vraiment sur la partie transactionnelle où justement on élimine les tiers de confiance grâce à ce registre de confiance distribué. Donc vraiment les mots-clés importants via cette technologie sont la confiance, la transparence et le partage. Pour donner une petite idée par rapport à une infrastructure plus web, le web a permis vraiment l'automatisation des relations et le transfert de data, donc via du message, via des images, du son, etc. La blockchain, elle, c'est vraiment une infrastructure qui permet de transférer en peer-to-peer de la valeur. Alors de la valeur, ça peut être de l'argent, ça peut être un titre financier, ça peut être des parts d'une entreprise, ça peut être de la propriété intellectuelle, ce type vraiment d'actifs. Donc vous pouvez vous envoyer une représentation dans la blockchain d'un actif réel. Chose que vous ne pouvez pas faire par exemple avec Facebook. Vous pouvez pas ils sont en train de travailler sur leur propre crypto-monnaie, mais à l'origine, vous ne pouvez pas envoyer de vraies valeurs via ce type d'infrastructure. Alors la partie crypto-monnaie, c'est peut-être l'aspect qui fait le plus parler de soi dans l'industrie, dans le sens où c'est, comme le nom l'indique, une monnaie. Donc c'est vraiment l'aspect financier. C'est on peut appeler ça une crypto-devise ou une monnaie cryptographique. Fondamentalement, c'est rien de plus qu'une monnaie virtuelle qui est utilisée dans un réseau informatique décentralisé, avec justement de la communication en pair à pair. Cet aspect-là est fondé sur des principes de cryptographie qui ne datent pas, en fait de la création du Bitcoin. La blockchain a été un groupement de technologies précédentes, notamment sur la cryptographie. C'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques décennies. Et il y a eu une personne, en tout cas c'est ce qu'on pense que c'est une personne ou un groupe de personnes, qui a réussi à couper justement tout un tas de technologies pour rendre cette chose assez impressionnante et assez intéressante qu'est la blockchain. On en parlait tout à l'heure avec Vittorio, il y a énormément de mouvances au niveau des institutions, des gouvernements qui prennent vraiment l'ampleur de l'intérêt de cette technologie, tant d'une part sur la partie financière, certes, puisque au lieu de faire un virement qui prendrait 48 heures minimum, on peut faire des transferts d'argent d'un bout à l'autre de la planète pour quasiment 0 € de manière quasiment instantanée. Donc, lorsque vous faites par exemple un virement d'un compte d'une banque basée par exemple sur Paris à une banque sur Saint-Germain, il vous faut peut-être 48 heures, vous allez payer 5 €.
il y a eu des gros mouvements d'argent qui se font où il y a plusieurs milliards qui ont été envoyés en quelques secondes d'un bout à l'autre de la planète grâce à ce type-là, en éliminant justement les tiers de confiance. Donc sur la partie financière, c'est très intéressante. Mais aussi, il y a pas mal de choses au niveau ce qu'on appelle la supply chain, donc la chaîne de valeur. On prend régulièrement l'exemple de ce qu'on appelle la blockchain poulet de Carrefour, où justement ils ont digitalisé toute la chaîne de valeur qu'il y a entre le producteur du poulet jusqu'à l'assiette du consommateur, pour réellement avoir toutes les informations qui sont immuables, transparentes, accessibles en temps réel. Ici, vous avez quelques exemples de crypto-monnaies. Donc c'est une slide qui date un petit peu, puisqu'il y a parmi certaines de ces cryptos, il y a eu un gros scam. Mais concrètement, voilà, ça référencie les majeurs. À l'heure d'aujourd'hui, il y a un peu plus de 2000 crypto-monnaies qui existent. Chacune ont en général une utilisation, un but bien précis. Et Bitcoin étant bien évidemment la première, il y en a eu d'autres qui sont arrivés après. Pour venir donc sur Bitcoin, qui est vraiment la toute première crypto-monnaie qui a été créée, la traduction du mot Bitcoin en anglais comporte deux choses. Le mot bit, qui est une unité d'information binaire, et coin, qui est vraiment l'aspect monnaie. Et c'est là où justement, en tout cas sur le cas de Bitcoin, il y a en général des petites confusions quand on parle de Bitcoin, puisque ça représente d'une part le nom de la blockchain, mais également le nom de l'actif financier qui est en dessous. Et le principe de ce système de paiement est de tenir à jour sur un très grand nombre de nœuds participants du réseau un registre, donc une blockchain ou un ledger, à la fois public et infalsifiable, toutes les transactions dont le montant est exprimé dans la mesure du compte Bitcoin. Ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est plusieurs choses. Et c'est là où on peut voir aussi la valeur de cette crypto-monnaie, c'est que contrairement à l'euro, le dollar ou toute autre monnaie, la création monétaire est contrôlée. Elle ne peut pas être modifiée dans le sens où lorsque Satoshi Nakamoto, qui est le créateur de Bitcoin, a lancé ce protocole, il a dit, enfin il a écrit dans un code qu'il ne peut exister à jamais que 21 millions de Bitcoin. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mineur, celui qui valide les transactions, pour ensuite redistribuer une copie de ce registre comptable à l'ensemble du réseau. Eh bien, ce mineur, il ne fait pas ça gratuitement. Parce que ça, justement, c'est là où vous avez certainement dû entendre parler du fait que la blockchain consomme de l'énergie. Pourquoi ça consomme de l'énergie? Eh bien parce que le mineur, pour essayer de trouver la solution de ce puzzle technique, va en fait faire tout un tas de calculs pour trouver la solution. Les calculs, il les effectue via... alors traditionnellement, c'était avec un ordinateur tel que ceci, mais maintenant, c'est vraiment de l'équipement spécialisé. Donc vous avez des grosses cartes graphiques qui sont mises sur des racks, qui sont mises dans des entrepôts. Donc vous avez énormément de machines qui essayent de trouver justement la solution le plus rapidement possible. Pourquoi? Eh bien, l'entité, morale ou physique, qui arrive à valider cette transaction est rémunérée en Bitcoin par le réseau lui-même. Donc par exemple, si moi, en minant la transaction qu'il y a eu, je vais être rémunéré de, à l'heure d'aujourd'hui, 12,5 Bitcoin. Donc en général, sur Bitcoin, toutes les 15 minutes, il y a un nouveau bloc qui est rajouté. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle copie de ce registre qui est distribuée à l'ensemble du réseau. Donc toutes les 15 minutes, il y a 12,5 Bitcoins qui sont créés. Pourquoi la création monétaire est contrôlée? Eh bien, le protocole est codé pour que tous les 4 ans, aux alentours, la récompense du mineur est divisée par 2. Donc, lors du début, la rémunération du mineur était de 50 bitcoins. 4 ans après, elle passait du coup à 25, ensuite divisée par 2. D'ici 2 ans, elle sera divisée par 2, et ensuite, etc. etc. Comment?
Alors, un mineur, c'est une entité physique ou morale qui va valider un groupe de transactions qui s'est passé dans un écosystème. Il prend en fait quelque part la responsabilité d'une banque pour dire que la transaction a bien eu lieu et pour mettre à jour la copie de chacun. J'ai répondu à votre question? Ouais. Alors, pour la partie mineure, et justement ce que dit monsieur, j'ai la solution entre guillemets qui arrive sur les slides précédentes. Du coup, oui, sur la partie création monétaire, à l'heure d'aujourd'hui, on n'en est qu'à 17 800 000 bitcoins. Donc, lorsque vous êtes dans un écosystème ou sur une technologie ou peu importe, lorsque vous avez un montant limité d'actifs, eh bien, lorsque des personnes sont intéressées pour les acheter, il y a un processus tout simple qui est l'offre et la demande. Et Bitcoin étant un actif entre guillemets rare ou qui se raréfie, de facto il prend de la valeur. Puisque le 21 millionième Bitcoin qui sera créé sera créé dans les années 2140. Donc d'ici là, je pense qu'il y aura pas mal de choses qui aura changé et je pense que nous tous ne serons plus de ce monde pour voir justement le 21 millionième Bitcoin créé. Du coup, voilà, c'est ça qui ajoute en plus pas mal de valeur au Bitcoin puisque c'est sa rareté. Mais également un principe fondamental qui est la confiance. La confiance permet de donner de la valeur. Pourquoi un billet d'euro ou une pièce d'euro ou un billet de dollar a de la valeur? Parce que tous, collectivement, on s'accorde à dire bah, que oui, effectivement, ça a de la valeur. Si demain tout le monde perd la confiance dans un billet, bah, ça va faire comme au Venezuela ou d'autres pays où vous avez énormément de billets qu'ils utilisent en fait pour faire des sacs à main, pour faire d'autres choses. Là, ça n'a plus aucune valeur. Alors du coup sur la partie transaction, et là justement vous allez pouvoir, je l'espère, avoir un peu plus d'informations sur la partie du minage. Là vous avez un schéma qui retranscrit tout ce qui se passe entre le moment où je vais initier la transaction et au moment où monsieur va recevoir le Bitcoin sur son porte-monnaie. Donc, numéro 1, je désire envoyer des Bitcoins à la personne B. La transaction est intégrée dans un bloc au sein d'un réseau. Donc, encore le bloc, c'est ce qui regroupe tout un tas de transactions. Le bloc est transmis à chaque membre du réseau. À ce moment-là, les membres décident que la transaction est valide. Le bloc s'ajoute à la blockchain de manière irrémédiable et irréfutable, et la transaction devient visible du coup par tous. À ce moment-là, monsieur reçoit ses bitcoins sur son portefeuille. Un petit point sur Satoshi Nakamoto, qui est le créateur ou la créatrice ou les créateurs de Bitcoin. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, 10 ans après, on ne sait absolument pas qui a créé Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est que le créateur, en fait, a potentiellement disparu dans la nature ou a potentiellement disparu sur une île déserte quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bitcoin vit sans son créateur. Et c'est ça l'intérêt de ces blockchains, c'est que potentiellement, elles peuvent continuer à vivre sans vraiment d'acteur central pour les pousser à vivre. Donc Satoshi Nakamoto a commencé à communiquer justement sur Bitcoin dans les années 2007 et en 2008 a publié ce qu'on appelle un livre blanc, un white paper, dans lequel il explique brièvement le principe de la blockchain. Alors, je vous invite à le regarder, c'est assez technique également, mais c'est un document qui fait 10 pages et qui explique vraiment les fondamentaux et pourquoi il a créé Bitcoin. Alors, dit comme ça, 9 pages, ça a l'air de rien, mais
il a quand même créé une industrie qui est sur plusieurs centaines de milliards à partir de 9 pages. C'est quand même intéressant quand vous faites, imaginez-vous, hein, vous faites un document Word, 9 pages, boum, 10 ans après, il y a toute une société qui se construit derrière. Alors, ça c'est un point important également pour vraiment s'intégrer un peu plus profondément au niveau de la technologie. J'ai beaucoup parlé justement du fait qu'il y a des transactions entre personnes pour se transférer de la valeur, donc de l'argent, entre guillemets. Pour faire ceci, eh bien, comme dans le monde de tous les jours, il faut ce qu'on appelle un portefeuille. Aujourd'hui, vous avez tous un portefeuille avec une carte bancaire, avec potentiellement du cash à l'intérieur. Eh bien, pour la blockchain, c'est exactement pareil. Pour pouvoir détenir votre actif, votre Bitcoin ou votre crypto-monnaie, il vous faut un portefeuille digital qui vous permet justement de le stocker. Ce portefeuille, qu'on traduit par wallet, a deux caractéristiques. Il a ce qu'on appelle une clé publique et une clé privée. Ce sont des processus, des principes qui peuvent paraître compliqués à comprendre, mais qui au final sont assez simples. La clé publique, en fait, représente l'IBAN que vous allez pouvoir distribuer à des personnes qui souhaitent vous envoyer de l'argent. Donc c'est quelque chose qui est public. La clé privée, c'est votre code secret qui va vous permettre d'accéder à votre portefeuille. Donc ici, vous pouvez voir sur cet exemple-là que l'adresse qui est 1A, 1Z, P1, etc. est une adresse publique. Donc potentiellement, vous pouvez envoyer de l'argent sur cette adresse-là. Pour pouvoir accéder à ça, il faut une clé privée qui est beaucoup plus longue et qui du coup est secrète. Pour revenir sur votre question pour le minage, du coup je vais passer sur cette slide pour pouvoir potentiellement redonner une explication plus détaillée. Donc certains utilisateurs, qu'on appelle des nœuds, mettent à contribution leur puissance de calcul informatique afin de vérifier, d'enregistrer et de sécuriser les transactions dans la blockchain. N'importe qui, aujourd'hui, peut être mineur. On n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour se lancer dans le minage. Il vous suffit d'acheter du matériel et de vous plugger justement dans ce réseau pour pouvoir participer à la vérification des transactions et du coup à la sécurisation du réseau en lui-même. Plus il y aura de mineurs disposés à accomplir cette tâche, plus la difficulté pour confirmer les transactions deviendra élevée et du coup encore le cercle devient de plus en plus intéressant. La difficulté, donc du coup ce puzzle technique devient de plus en plus dur à résoudre à chaque 2016 blocs. Donc à chaque fois qu'il y a 2016 nouvelles versions du registre comptable qui ont été distribuées, la difficulté pour résoudre ce puzzle technique augmente ou diminue en fonction de la puissance du calcul qui est injectée dans le réseau. Quand je dis difficulté, ça peut être par exemple, si vous faites des grilles de Sudoku, vous commencez avec un niveau faible, après intermédiaire, fort, et justement pour trouver cette solution, vous allez devoir passer un peu plus de temps logiquement, et du coup allouer plus de ressources. Donc, pas de la ressource électrique, mais la ressource cérébrale. Voilà. Sur le minage, ce processus justement de pouvoir valider des transactions via un processus de calculation, c'est ce qu'on appelle le proof of work. Proof of work, en fait, ça veut dire que un mineur, pour arriver à confirmer un bloc de transaction, doit passer par ce processus-là, qui est en fait du décryptage de ce puzzle technique. Le fait d'avoir apporté de la puissance de calcul, vous pouvez
prouver que vous avez, d'une façon ou d'une autre, travaillé pour sécuriser ce réseau-là. Alors je vais passer sur les algorithmes de hachage qui sont propres justement à ce processus de Proof of Work. Alors là, sur cette slide-là, c'est la partie justement, comme je vous disais, sur la création monétaire, la récompense qu'il y a lorsqu'un mineur valide justement ce groupe de transactions. Donc, encore une fois, en 2009, la récompense était de 50 bitcoins, puis ensuite divisée environ tous les 4 ans. Un point peut-être rapidement sur la partie financière de la crypto-monnaie, puisque la raison pour laquelle la majorité des personnes ont entendu parler en tout cas de Bitcoin, c'est notamment grâce ou à cause de la fluctuation du prix. Bitcoin, lorsqu'il a été créé, valait un dixième de centime, quelque chose comme ça. Mais vers décembre 2017, janvier 2018, le Bitcoin est monté jusqu'à 20 000 $. Donc il y a eu vraiment une très grosse montée des prix qui se traduit par plusieurs choses. Déjà, de plus en plus d'applications qui voient le jour avec la blockchain. Donc du coup, de l'attrait pour des nouveaux business, de l'attrait pour les régulateurs, pour les banques, vraiment des institutions. Et un point dont on va parler rapidement, qui reste une petite quinzaine de minutes, qui est ce qu'on appelle les ICO. Alors, une ICO, c'est en anglais Initial Coins Offering, qui fait référence aux introductions en bourse qu'on appelle IPO, Initial Public Offerings, qui est une forme de financement en elle-même, qui est vraiment un mi-chemin entre du crowdfunding et de la levée plus traditionnelle via la prévente d'une nouvelle crypto-monnaie. Ces actifs qui sont appelés tokens sont en fait des jetons numériques qui sont émis et échangés grâce à la technologie blockchain. Ce processus-là existe déjà depuis quelques années, depuis juillet 2013, avec la première ICO qui a été réalisée par le projet Omni, qui s'appelait auparavant Mastercoin. Et une des plus grosses qu'il y a eu à l'heure actuelle, c'est une crypto qui s'appelle EOS, E-O-S, qui a fait une levée assez spectaculaire sur une petite année, où justement l'équipe a réussi à lever un peu plus de 4 milliards de dollars en utilisant justement ce processus de création d'actifs numériques sur la blockchain et à y attacher des fonctionnalités particulières qui permettront ensuite à d'autres utilisateurs d'utiliser ce protocole pour développer des applications. Une très importante à souligner qui est Ethereum. Donc Ethereum, à l'heure d'aujourd'hui, si on regarde sur ce graphique-là, est la deuxième blockchain en termes de capitalisation boursière. L'ICO, donc justement cette levée de fonds pour lancer ce projet-là, était d'un montant de 15 millions d'euros. À l'heure actuelle, Ethereum a une capitalisation boursière de un peu plus de 12 milliards. Donc c'est des valuations qui augmentent énormément, mais parce qu'au final, derrière, il y a tout plein de fondamentaux techniques qui permettent d'accéder à tout un tas de types d'avantages que n'apporte pas la technologie entre guillemets traditionnelle. Et un exemple simple, pour donner potentiellement des exemples concrets, notamment dans l'industrie de l'assurance. J'imagine que ici, la plupart des personnes connaissent AXA, l'assurance. Aujourd'hui, si jamais vous prenez par exemple un billet d'avion et qu'il est en retard, c'est un casse-tête assez long pour pouvoir essayer de se faire rembourser en cas de délai. Si jamais vous avez plus de 2 heures
de retard avec un avion, vous avez le droit à un remboursement. Sauf que pour faire ça, il faut avoir le billet d'avion, il faut pouvoir parler avec la personne qui est au guichet pour, voilà, est-ce que vous pouvez m'écrire un mot, dire que l'avion est en retard. Très bien, je vais sur le site, je télécharge 50 questionnaires, etc. Je me fais appeler pour vraiment savoir si je ne suis pas en faute, etc. Au final, pour me faire rembourser 150 €, il me prend 2 semaines de procédure avec des documents, avec toutes ces frictions-là. Au final, les chiffres actuels, il n'y a que 12% des personnes qui vont jusqu'au bout pour se faire rembourser. Donc au final, les assurances sont gagnantes dans ce domaine-là, puisque la procédure pour se faire rembourser est tellement compliquée que les gens abandonnent avant. Donc au final, lorsque vous prenez une assurance, c'est pas forcément très juste. Là, le pari qu'a pris AXA, c'est qu'ils ont utilisé la blockchain pour désintermédier tous les processus. C'est quelque chose d'assez simple. Vous allez sur leur service qui s'appelle Fitzy. Vous rentrez le numéro de votre vol. Vous souscrivez du coup à l'assurance. Du coup, en faisant un paiement par carte bancaire, ils ont vos informations bancaires. Et il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Vous allez prendre votre avion. Disons qu'il y a 2 heures et 1 minute de retard. Eh bien, l'assurance a mis ce qu'on appelle un smart contract, donc un contrat intelligent qui est du code qui va récupérer des informations dans des bases de données, notamment celles des compagnies aériennes qui donnent via ce qu'on appelle des API des informations du type tel vol part à telle heure, il y a tant de retard, etc. Donc ce contrat intelligent, ce bout de code, va aller chercher ces informations et saura à la seconde près où l'avion n'a pas décollé que il y a un événement du fait que vous avez souscrit à l'assurance et du coup vous pouvez vous faire rembourser. Et concrètement, au lieu de passer à 2 semaines avec un taux de personnes qui va jusqu'au bout de 12%, vous êtes remboursé automatiquement, tout le monde, en 1 seconde à partir du moment où l'avion a été déclaré en retard. Donc on élimine vraiment tout un tas de frictions et c'est des choses qui sont concrètes. Et du coup, Ethereum, encore une fois, est la blockchain qui permet de créer ce type de programme informatique pour automatiser des processus. AXA, c'est vraiment juste un exemple. Je vous disais, la blockchain de Carrefour, justement, permet, via tout un tas de conditions dans ce code, de faire passer de l'information. Alors, un petit point, et c'est un point où justement on discutait avec Vittorio sur l'adoption de la technologie. Malgré le fait que ça fait 10 ans que la blockchain et Bitcoin existent, on en est vraiment qu'au tout début. Et il y a eu pas mal d'études par des grands cabinets qui essayent de analyser des courbes d'adoption et permettre de donner un petit peu de recul justement sur ce qui se passe sur cette technologie. La majorité s'accorde à dire que on en est vraiment qu'au tout début sur les fondamentaux techniques, vraiment au même point où on serait par exemple en 1993 avec la naissance de l'Internet. Et il y a encore tout ce trajet à faire pour pouvoir arriver à des entreprises type Amazon, type Facebook, Instagram, etc. Là encore une fois, c'est une courbe d'adoption qui a été faite par Accenture et Oliver Wyman, qui s'accorde également sur le fait qu'il faudrait aux alentours de 10 ans encore pour que la technologie blockchain pénètre le marché de la finance et la majorité des autres marchés de manière plus profonde. Pour donner potentiellement une autre image un peu plus parlante, que j'utilise régulièrement lorsque j'interviens sur des conférences, prenez l'exemple du train. Le train qui a été créé dans les années 1800 avec justement ce processus qui n'était pas très éco-friendly, avec le minage de charbon, mettre le charbon dans la turbine pour faire avancer la locomotive. Donc ça polluait un max, comme Bitcoin actuellement, sauf que ça a créé toute une société derrière, toute une économie de pouvoir transporter
eh bien, de la marchandise, mais également des personnes, du bétail, etc. Donc ça a permis de créer une société dans laquelle on vit actuellement, avec notamment Hyperloop, qui est en phase de production à l'heure actuelle sur Toulouse, où justement vous avez des trains qui sont dans des tubes sous vide et qui arrivent à aller à des vitesses assez impressionnantes. Donc sur la blockchain, on en est vraiment, alors aujourd'hui, sur la partie train à vapeur. Il y a encore énormément de travail et c'est ce qu'on fait, nous en interne, en tout cas à notre échelle, et avec toute l'industrie de la blockchain dans le monde entier, de développer main dans la main avec également les régulateurs, tout ce qui peut être intéressant à développer en tant que cas d'usage. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, il y a beaucoup de parutions qui sont sorties. Il y a un livre qui est très intéressant. Je ne dis pas ça parce que c'était l'intervenant qui était censé être là qui l'a écrit, mais Blockchain, la révolution de la confiance, dans les éditions Erol, permet de poser de façon claire et précise les fondamentaux que je vous ai expliqués ce soir, que j'espère vous ont permis de comprendre un petit peu plus cette technologie et toute l'industrie qu'il y a derrière et vraiment les opportunités qu'il peut y avoir. Dans tous les cas, la présentation sera, il me semble, disponible en téléchargement. Donc si vous voulez reprendre la présentation et revenir sur certaines notions à votre rythme, il n'y a absolument pas de souci. Avec également un lexique qui reprend chacun des termes que j'ai pu expliquer aujourd'hui. Et voilà, merci beaucoup.